Si vous connaissez un petit peu la logique du texte, c'est un texte qui se base sur la responsabilisation des acteurs. Donc, c'est-à-dire que, autant avant, quelque part, la CNIL avait, avec la loi informatique et liberté, connaissance plus ou moins poussée, parce qu'il y avait, voilà, dans certains cas, c'était juste une déclaration de conformité, mais en tout cas, quelque part, de tous les traitements de données à caractère personnel qui étaient mis en œuvre en France. Là, le RGPD, il dit, bon, bah, finalement, les acteurs doivent se conformer aux exigences. Ils peuvent venir voir la CNIL si ils en ont besoin, ou dans certains cas bien spécifiques, mais en tout cas, sinon, ils peuvent aussi faire les choses quelque part de leur côté. Et c'est après, au niveau de l'activité du deuxième volet, donc de l'activité de contrôle, qu'on va observer ou non si les choses sont bien faites, et si c'est mal fait, bah, il peut y avoir des plus grosses sanctions que ce qu'il y avait avant. C'était un petit peu la logique. Donc, voilà, ce que je peux répondre, c'est par rapport à ce que moi j'ai vu, mais il y a peut-être donc les systèmes d'IA pour les questions de généalogie, j'ai pas vu de choses comme ça aujourd'hui, mais vraiment ça veut pas du tout dire que ça peut pas être mis en œuvre, ou qu'il n'y a pas déjà des choses qui sont testées là-dessus. Ça, je serais bien en peine, je serais pas du tout catégorique, hein. Ça me surprendrait pas, à vrai dire, outre mesure. Et par contre aussi, pour prolonger un peu la question, effectivement, hein, on cite, quand on parle système d'IA, et là l'idée c'est pas nécessairement de faire peur, ça apporte quand même vraiment, dans certains cas, une vraie plus-value pour la réalisation de tâches du quotidien, pour les travaux de certaines personnes. Et donc nous, il y a tout un enjeu aussi d'accompagnement. Donc en particulier, on a un autre dispositif qui s'appelle Bac à sable, et qui est dédié à aider des acteurs qui ont des projets innovants à les mettre en œuvre. Et par exemple, là, celui de cette année, donc c'est pas encore annoncé officiellement, mais on peut en parler. Il va être sur les technologies d'IA pour le service public. Donc on sait qu'il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu des grandes annonces faites par le ministère de la Transformation publique, Stanislas Guerini, là-dessus. Donc alors ça peut, c'est un peu sous couvert de utiliser ChatGPT dans l'administration, c'est une possibilité. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, bien évidemment, et ça, bon, en tout cas, l'ambition, elle est bien sûr vertueuse. Après, il faut voir comment c'est mis en œuvre, mais ça, voilà. Donc il y a des choses, bien évidemment, comme ça qu'on voit aussi passer. Merci. Il y avait une autre question, mais j'ai pas visualisé. Eleonore Alquier de l'INA. J'avais une question plutôt sur l'interprétation du RGPD pour les arguments utilisés par la CNIL italienne, parce que, alors, en tout cas, moi, c'est une notion qui m'a un peu surprise, l'argument de l'exactitude, de l'inexactitude, parce qu'en l'occurrence, l'inexactitude sur des personnes, c'est pas le propre de ChatGPT. Je pense que ça fourmille d'Internet. Donc, est-ce que c'est un argument qui est très utilisé, ou est-ce que ça va déclencher sa mobilisation beaucoup plus systématique, parce que ça me semble énorme. Et l'autre question, mais qui rejoint un peu ce que tu disais sur peut-être les annonces de Stanislas Guerini, c'est les annonces du président Macron à Vivatech. Est-ce qu'il y a déjà une mobilisation de votre part par rapport à donc, la constitution d'une IA à la française, d'un modèle national? Est-ce qu'il y a déjà des choses de mobilisation qui se profilent? Ok, alors de belles questions. Alors j'ai déjà oublié après. Non, c'est bon. Donc sur effectivement les arguments donc de la CNIL italienne. Alors effectivement, je pense que vu de l'extérieur, enfin nous, c'est une interprétation personnelle, hein, donc mais effectivement, j'ai l'impression que la CNIL italienne, ils ont dans leur stratégie, ils ont rassemblé l'ensemble des choses qui pouvaient, l'ensemble des questions qu'il faut trouver à s'appliquer. Donc effectivement, cette question de l'exactitude, si on prend stricto sensu, voilà, le RGPD, on peut dire bon bah là, ça marche pas. Effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit nécessairement, si on venait à raisonner comme ça sur ChatGPT, que ça n'ait pas un nombre d'effets de bord très très important sur plein d'autres traitements de données, pas nécessairement que d'IA. Donc là-dessus, je ne sais pas si ça peut être vraiment un argument très très fort. Je pense qu'il y a d'autres choses dans ce qui était soulevé. D'ailleurs, c'est pas nécessairement ce qu'ils ont conservé dans la suite du processus, hein, en fait. Ils ont quelque part listé les grandes questions. Voilà, tout ça pose toutes ces questions-là. Puis après, ils se sont mis d'accord sur les exigences qui étaient atteignables raisonnablement. Donc voilà. Après, il faut savoir que il y a un enjeu aussi de sensibilisation des usagers à ça. Il y a pas mal de gens qui utilisent ces ChatGPT et consorts comme des sortes de moteurs de recherche. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Donc là, c'est pas ça. Donc il y a tout un enjeu. Alors après, par exemple, Google, ils développent leur système Bard, donc qui sera déployé en Europe, je sais pas trop quand. Donc eux, par exemple, je sais qu'ils prévoient des sortes de contrôles, de vérifier par rapport à des sites, de sourcer.
Mais pour autant, je ne suis pas sûr que ça permette de garantir l'exactitude au sens en tout cas, d'avoir exactement ce que dirait une source par ailleurs. Donc on risque d'avoir quand même cette tension sur cette notion d'exactitude qui perdure. Par ailleurs, hein, c'est pareil hein, sur le truc de voilà, on a vu sur Midjourney voilà les photos du pape avec une doudoune blanche. Enfin, tout le monde a vu ça. Bon, est-ce que ça aussi, est-ce que c'est exact? Bah non, c'est pas exact. Donc c'est aussi un enjeu véritable de transparence, de dire bon bah c'est des contenus générés. Ça peut être correct ou pas correct. Il faut faire attention quand on manipule. Donc voilà pour la première question. Et sur la deuxième, effectivement, donc il y a eu des grandes annonces faites par le président Macron, donc notamment pour la suite. Donc il y a une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Donc ça a été notamment mis en œuvre en 2018. C'était le rapport de Cédric Villani, et donc depuis ça continue. Donc je sais plus, je me trompe toujours sur les chiffres, donc je vais pas vous les donner. Ça se retrouve facilement, mais effectivement sur des enjeux alors en termes effectivement déjà d'infrastructure, parce que voilà, quand on dit développer des grands systèmes comme ça a des enjeux en termes machines très très forts. Donc par exemple on a des supercalculateurs Jean Zay à l'IDRIS, donc voilà, de permettre d'augmenter ces centres de calcul. Je crois qu'il y a un nouvel ordinateur de classe Exascale, donc un truc super à la pointe qui va également être financé. Et puis par ailleurs effectivement, il y a quand même l'ambition de, et là c'est en particulier parce que les questions comment dire, j'ai le mot en anglais qui me vient, mais s'entrechoquent entre ces questions de régulation et puis effectivement de développement économique des acteurs. Donc comment trouver la juste le bon milieu entre à la fois on veut, je pense que c'est quand même un but qui est poursuivi par tout le monde de voilà, développer des systèmes d'IA qui soient respectueux des valeurs françaises et européennes dans lesquelles on se retrouve tous, je pense, de façon au niveau de la société, enfin voilà, de façon commune, et puis en même temps que ça laisse de la marge pour les acteurs pour quand même avoir développer des choses qui soient compétitives avec ce qui peut être mis en œuvre, par exemple, sur d'autres continents. Donc ça, c'est une réponse, je suis désolé, c'est très très vague. En fait, effectivement, en tout cas, il y a beaucoup de discussions. Donc par exemple, sur ce qui est du règlement IA, par exemple, là c'est la phase du trilogue. Et donc les autorités, c'est-à-dire par exemple les différents ministères, les autorités françaises se mettent autour de la table pour établir une position française, et notamment, je sais qu'ils sont super sensibles à ces arguments de compétitivité, voilà, de s'assurer que le texte il soit pas un fardeau trop lourd pour les acteurs. Je ne sais pas si on accepte la troisième question. Si elle est courte, elle peut... C'est la réponse, après, c'est ça. C'est la réponse. Oui, Jean-François Moufflet des Archives nationales, merci beaucoup pour votre présentation très complète. Ma question portait sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les sanctions pouvant être infligées à la CNIL à des sociétés. Donc moi j'ai vu avec plaisir qu'il y avait une sanction qui avait été infligée à Clearview AI, oui, qui est une société, donc si je ne me trompe pas, américaine, qui a profilé tout un tas de photos déposées sur les réseaux sociaux. La question que je me pose, c'est que cette entreprise, je ne crois pas, n'a pas de siège en Europe. Non. Et donc, dans quelle mesure l'amende peut être infligée? Est-ce qu'elle peut être suivie des faits? Quelle est votre marge de manœuvre face à des sociétés qui sont à l'étranger? Et puis, le fait que le web n'a pas de frontières et qu'on utilise tous des réseaux américains ou d'origine américaine sur lesquels on dépose nos données personnelles. Donc voilà, c'était un peu cette question de marge de manœuvre que vous avez en termes de droit que je connais très bien. D'accord. Merci. Oui, très bien. Alors le RGPD et puis le règlement IA, ce sera pareil, c'est des textes de portée extraterritoriale, c'est-à-dire que ça va s'occuper pour le RGPD des traitements de données qui sont faits sur le sol européen, sur des citoyens européens. Donc de ce point de vue, effectivement, Clearview AI, parce que ça a traité des données de citoyens européens, ça doit respecter le RGPD. Donc nous à la CNIL, comme ça n'a pas d'établissement effectivement en Europe, toutes les CNIL étaient légitimes à se positionner. Donc les Italiens, ils ont également sanctionné. Je crois qu'il y a d'autres autorités, je ne sais plus lesquelles, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et donc il y a une sanction qui a été émise par la CNIL. Alors, en toute honnêteté, je ne pense pas qu'ils aient payé encore. C'est pas nous qui recevons les amendes, hein, c'est le Trésor. Donc voilà, donc un des enjeux, c'est le recouvrement des amendes dans ces cas-là. C'est pas... Après, nous, c'est important quand même de prononcer de telles sanctions parce que finalement, Clearview AI, ça se destine à qui? À ceux qui vont mettre c'est aux agences
aux agences de sécurité nationales, donc ils vont vouloir contractualiser avec ces sociétés. De quelque part, quand on dit ça c'est pas possible, et on met une amende à Clearview AI, on indique aussi clairement que voilà, en France ou en Europe, on peut pas avoir recours à ce type de solution, c'est pas possible. Donc c'est un signal aussi fort pour les potentiels utilisateurs de ces solutions. Donc quand bien même il n'y a pas nécessairement de recouvrement derrière, c'est quand même intéressant. Je sais plus s'il manquait après une deuxième partie sur... non, c'est bon. On pourra en discuter après. Merci beaucoup Félicien pour ton intervention. J'appelle le dernier de la matinée. Je me décale un peu sinon on ne va pas me voir. Donc Loïc Maisonnas, qui est expert en informatique et en intelligence artificielle et qui travaille chez Atos. Et je le laisserai se présenter plus en détail. Voilà. J'en profite parce que j'ai le micro pour rebondir sur la question de François Pétrazoler. Ici à Rome, Ancestry nous avait présenté leur travail sur l'IA en disant qu'ils étaient 1000 dans la société ou autour à travailler sur l'utilisation de l'IA pour la généalogie. Bonjour, enchanté à tous. Donc Loïc Maisonnas, moi je suis de Atos. Donc je viens en fait aujourd'hui vous présenter un peu plutôt généralement qu'est-ce que l'IA, qu'est-ce qu'on peut en faire et comment nous on l'utilise chez nous. Donc on va peut-être revenir un petit peu plus sur les bases que les présentes présentations. Donc voilà, donc on l'a vu ce matin, effectivement définir l'IA c'est pas simple. Beaucoup de gens essayent de s'y atteler et certains ont des réponses, d'autres non. Donc là, c'est Yann LeCun que je cite. Du coup, on pourrait dire que l'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et résoudre des problèmes normalement réservés aux humains et à certains animaux. Donc on reste quand même vague sur la définition. Donc après dire qu'est-ce qui est de l'IA, qu'est-ce qui n'en est pas, on va plutôt être sur les mécanismes. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'IA extrait des processus à partir des données. Souvent. Mais définir de manière complète quel processus rentre ou rentre pas dans l'IA, c'est souvent un peu une histoire de sensibilité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'IA, ce que j'aime bien revenir dessus, c'est quand même quelque chose qui n'est pas récent. Donc la première évocation de ce que ça pourrait être, c'était Turing en 1936. Et le premier perceptron, aujourd'hui ce qu'on appelle des réseaux de neurones, ce qui va engendrer aujourd'hui les LLM et les grands réseaux qu'on va utiliser et les grands modèles d'apprentissage, c'est des notions qui ont été mises en recherche en 1958 et petit à petit des choses ont évolué. Donc il y a eu une grosse phase où, dans les années 70-80, où l'IA était proscrite, et on n'en parlait pas. J'ai fait ma thèse dans les années 2004, on n'avait pas le droit de citer IA dans nos présentations. C'était interdit. On parlait de machine learning, d'apprentissage, mais on ne parlait surtout pas d'IA. Et petit à petit, en fait, il y a une révolution qui est apparue, en fait, poussée par l'arrivée en fait, des capacités de calcul, de la maturité du nombre de données accessibles à travers le web, à travers différents moyens de communication. Et l'agrégation des deux, en fait, on a vu une nouvelle révolution arriver qui s'appelait le deep learning, basé effectivement sur ces réseaux de neurones, qui, quand on était en 1958, on pouvait en mettre 2 à 3 dans une machine. Aujourd'hui, on peut passer à des modèles qui ont 3 millions de neurones, etc. Donc voilà, et donc petit à petit, l'IA a montré des bonnes performances. On a eu des premières fois, on a AlphaGo qui a gagné au Go, un jeu dont le nombre de possibilités est très très grande. On a eu des modèles d'apprentissage qui ont gagné à des jeux avec les mêmes conditions que l'humain, c'est-à-dire StarCraft, je ne sais pas si vous connaissez, mais du coup, on peut, l'IA, arriver à battre des joueurs dans des mondes fermés, c'est-à-dire avec autant de notions que le même joueur en face. Voilà. Et aujourd'hui, du coup, l'IA générative est arrivée et on en parle fortement. On vient d'en parler avec ChatGPT et GPT-4 qui arrive et potentiellement de nouvelles versions qui vont arriver. Et si on veut faire le lien aujourd'hui, est-ce que ChatGPT passe le test de Turing ? Le test de Turing qui avait été évoqué en 1936, c'était de se dire est-ce que je peux savoir si l'interface avec laquelle je parle est un humain ou pas, si on ne me l'a pas dit avant ? Donc, potentiellement, posez-vous la question, est-ce que si vous ne savez pas que c'est ChatGPT en face, est-ce que vous pouvez identifier que c'est ChatGPT qui vous parle ? Voilà.
Donc du coup, comment nous on voit l'IA aujourd'hui quand on la met en œuvre de notre côté, on voit on distingue trois grandes catégories qu'on établit comme étant d'une part la science des données, c'est-à-dire l'apprentissage de l'IA sur tout ce qui est données plutôt numériques. On a une partie qu'on appelle le NLP, donc on en parle avec ChatGPT, on est sur le traitement de la langue naturelle, c'est-à-dire tout ce qui va avoir attrait à la discussion, à l'échange qu'on a, donc au texte que vous allez retrouver notamment dans les archives. C'est la partie NLP, on va traiter plutôt le texte et la sémantique qui est dedans. Et ensuite, on a une dernière partie qui est plutôt la partie orientée image, et là on va être sur le traitement des images, et donc la génération d'images, la classification d'images, etc. Donc on peut regrouper en fait ces trois grands domaines et essayer de classifier les différentes approches dans ces différents domaines, sachant qu'effectivement, aujourd'hui, les approches peuvent se recouper. On est capable d'avoir un modèle génératif qui prend en entrée du texte, un modèle texte, un modèle image, et typiquement qui va vous générer la description d'une image. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme technologie? Donc, typiquement, dans le computer vision, donc l'analyse d'image, on a aujourd'hui tout ce qui est finalement analyse de documents. Donc, récupération de l'OCR, etc. On est sur des bases qui peuvent être qui sont sur du computer vision. Sur le NLP, on va avoir des outils qui vont permettre de faire de la vérification du contenu, savoir détecter si, par exemple, un texte contient des informations personnelles ou non, si on revient sur les exemples précédents. Et enfin, on a tout ce qui est data science standard. Donc typiquement, vous avez des outils d'archivage qui contiennent un certain nombre de données, qui récupèrent des données tous les jours. Vous voulez savoir prédire combien vous aurez de données le lendemain, dans un mois, etc. On va être dans des structures où on va se baser plutôt sur de la donnée numérique. Et là, on va aller faire de la data science. Donc, quand on fait ces éléments-là, donc on est sur les grands domaines, mais comment... Ce qu'on disait tout à l'heure, comment décider si on est dans un cas où on est plutôt sur de la data science ou pas de la data science. Donc on peut comparer la data science et les modèles d'IA à ce qu'on appelait les systèmes experts avant, c'est-à-dire qu'on va mettre un certain nombre de règles décisionnelles, on va faire de la programmation pour décider si je peux par exemple attribuer un crédit à une personne. Donc je vais mettre un certain nombre de règles qui sont dictées, et en fonction de ces nombres de règles, quand on parle de si, sinon, etc., je vais pouvoir dire, là je suis sur un système qui est un système expert, c'est pas de la data science. Donc le problème, c'est que ces systèmes-là, ils marchent bien dans beaucoup de cas, mais ils ne marchent pas dans tout. Donc typiquement, si on prend un exemple, aujourd'hui, j'ai un système expert et je veux définir qu'est-ce que c'est une chaise. Si je demande à l'ensemble de la salle, je présume qu'une grande partie d'entre vous me dirait, une chaise, c'est 4 pieds, c'est un dossier et c'est un siège. Si on regarde déjà les chaises qu'on a ici, elles ne correspondent pas totalement à la définition. Mais on peut en trouver encore plein d'autres qui ne correspondent pas à la définition. Donc l'idée, c'est que finalement, ces systèmes experts, on va finir par définir des règles sur des règles, sur des règles, sur des règles, et on n'arrive pas à couvrir l'ensemble du périmètre. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où on essaye de changer de paradigme, et on va aller de l'informatique traditionnelle où on mettait des règles, c'est-à-dire j'ai des données, j'ai un programme et ça me donne un résultat, à ce qu'on appelle l'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai les données, je sais à quoi elles correspondent, je sais dire en tant qu'humain ce qui est une chaise, ce qui n'est pas une chaise, dans la majorité des cas. Et ensuite, c'est avec ces deux éléments-là que je vais créer mon modèle, mon programme. Donc le programme est la résultante en fait de l'intégration des données et du résultat. Donc voilà, donc c'est ce qu'on présente dans certains articles. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'IA. Donc je ne sais pas si je vais avoir accès au petit logiciel. Hop. On va voir. Est-ce que je peux présenter? Hop. Ah, il ne voudra pas. Bon, tant pis. Donc l'idée, c'était d'essayer de vous montrer un petit outil qui existe, qui est très simple. C'est-à-dire que du coup, vous pouvez apprendre à votre ordinateur, enfin apprendre en ligne, un système à reconnaître deux objets. Donc vous pouvez montrer l'objet à votre caméra, un stylo, vous montrez ensuite une souris. Le système prend un certain nombre d'images, une centaine d'images, mais avec la caméra. Il va apprendre et vous prenez ensuite un des deux éléments, vous lui montrez, il va vous dire quel est le pourcentage de chance que ce soit une souris ou votre stylo. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans des projets où on va donner les données, on lui donne l'exemple, on lui dit voilà, je me filme en tenant la souris, ensuite je me filme en tenant le stylo et j'ai mon résultat. Donc ça, c'est quels sont les domaines, qu'est-ce qui est l'IA et où on en est quand on dépasse un peu le modèle de juste de faire de la programmation.
Par contre, du coup, dans ce monde-là, on a plusieurs méthodes d'apprentissage et plusieurs algorithmes, on va dire, hein, apprentissage. Donc on a l'apprentissage supervisé, c'est celui qu'on a dit tout à l'heure. J'ai mes données en entrée, j'ai la labellisation de sortie, et je vais créer mon modèle qui va être capable de me donner les sorties sur des nouvelles données. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Il va être fait pour prédire. Donc on va être dans les cas de classification. Typiquement, j'ai mon document qui arrive dans mes archives. Je veux savoir si c'est, je sais pas, une facture, si c'est une relance. Je vais pouvoir essayer de le classifier. Donc j'ai fait donner des exemples et ensuite on va reproduire ces exemples. On a beaucoup de sujets, surtout ce qu'on appelle les time series, c'est-à-dire la prédiction dans le temps, et ce qu'on a appelé la régression, c'est-à-dire prédire la valeur de quelque chose dans le futur. Donc typiquement, prédire votre consommation d'électricité demain. Ensuite, on a tout ce qui est l'apprentissage non supervisé. Donc là, on est dans un mode plus flow, on va juste avoir des entrées, et à partir de ces entrées, on va prévoir des sorties. Mais ces sorties vont être obligatoirement un petit peu différentes. Donc typiquement, ça va être essayer d'avoir, j'ai un corpus de données et dedans, je vais vouloir ressortir des regroupements. Je vais vouloir ressortir des associations. Typiquement, quand vous regardez Netflix, vous avez regardé un certain nombre de vidéos, et bien finalement, Netflix va vous présenter la vidéo qui ressemble le mieux à celle que vous avez déjà regardée. Donc vous n'allez pas obligatoirement dire à Netflix, et il n'a pas assez d'informations sur vous potentiellement pour savoir ce que vous avez aimé, pas aimé. Vous le dites de temps en temps, donc il va aussi se baser sur ça. Et pour tous ceux qui ne le font pas, il va se baser sur ce que vous avez aimé, ce que vous avez regardé pour vous proposer quelque chose d'autre qui ressemble. Ensuite, on a le dernier élément, c'est l'apprentissage par renforcement. C'est-à-dire que là, typiquement, l'idée c'est d'apprendre de ses erreurs dans un environnement. Donc vous avez une entrée, vous avez une action qui va en découler, et en fonction de cette action, si elle est bonne ou pas, on va donner une récompense pour guider les prochaines actions. Donc typiquement, l'exemple simple, hein, c'est le petit robot aspirateur que vous avez chez vous qui va se guider. D'accord ? Donc je prends une décision et en fonction de cette décision, j'ai une friandise où on me tape dessus. Et je vais apprendre comme ça. Donc au quotidien, où est-ce qu'on le retrouve ? Et en essayant d'être en lien avec vos travaux de tous les jours. Hein, donc aujourd'hui, quand on va faire de l'apprentissage supervisé, comme je le disais, en NLP, on va avoir de la classification. Donc je récupère des documents, j'essaye de classifier mes documents en fonction de ce qu'ils contiennent, en lisant le texte, et en s'appropriant par l'IA le texte qui est à l'intérieur. En computer vision, aujourd'hui, ce que vous pouvez avoir, c'est, vous avez une image, vous voulez extraire tous les composants de l'image, et vous avez des outils qui ont été entraînés sur des écrans de base, on en parlait tout à l'heure, qui sont capables de détecter qu'est-ce qu'il y a sur une image, et donc de venir ajouter des métadatas à vos images. Là, vous pouvez les mettre dans un processus d'ingestion et de catalogage de vos données. Et ensuite, on en a parlé un petit peu en data science, on peut trouver des sujets autour de prévision de versement, d'évolution de la collecte de données dans le temps et de savoir potentiellement est-ce que je dois agrandir la place que j'ai, mes espaces disques, etc. L'apprentissage non supervisé, on a des solutions de génération de métadata. Typiquement, vous avez des personnes qui ont annoté des documents et vous avez des nouveaux documents qui arrivent, vous les annotez de manière similaire. Donc vous allez rechercher des documents similaires et potentiellement reporter les métadatas dessus. On retrouve sur la partie computer vision, on retrouve la recherche d'images similaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, typiquement, vous l'avez aussi dans Google, pas grand monde l'utilise, mais vous pouvez copier-coller une image dans votre barre de recherche, il va vous rechercher les images similaires. Vous avez des choses dans certains outils où vous pouvez encadrer une image, il va vous chercher finalement les sites où on peut retrouver un luminaire. Et enfin, du coup, en data science, ce qu'on retrouve beaucoup, c'est détection d'anomalies. C'est-à-dire, typiquement, vous avez un système qui fonctionne normalement, et en fait, vous allez essayer de détecter quand il ne fonctionne plus normalement. Donc typiquement, quand il va dériver de son fonctionnement normal. Donc là, typiquement, si on revient un peu sur vos fonctionnements de téléversement, c'est j'ai quelqu'un qui est en train de m'attaquer et de me verser trop de documents. J'ai potentiellement, alors on l'utilise beaucoup en maintenance, j'ai mes serveurs qui sont supervisés et j'ai des pics de chaleur à un moment ou un autre qui ne sont pas standards. Donc je vais devoir peut-être intervenir sur mes serveurs. Ensuite, l'apprentissage par renforcement, et ben, du coup, le plus connu aujourd'hui sur le NLP, c'est ChatGPT. Donc ChatGPT, il y a toute une phase qui est de l'apprentissage standard, mais du coup, sur les grands modèles dont on a parlé, il y a plusieurs phases d'apprentissage. Et donc, dans ce ChatGPT est basé sur un LLM, donc un gros réseau de neurones qu'on a apprenté, qui s'appelle GPT.
GPT 3.5 ou GPT-4, et derrière, il est transformé à un moment en chat GPT. Et cette transformation, aujourd'hui, c'est ce qu'ils appellent le Human Reinforcement Learning, c'est-à-dire, c'est des gens qui vont discuter avec le chatbot et qui vont annoter ou pas si les réponses sont bonnes. On a des sujets aujourd'hui de renforcement sur les images, sur la restauration des images. On a des approches typiquement qui sont un peu à la limite de l'apprentissage par renforcement, où on va faire se battre deux algorithmes entre eux. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle des Generative Adversarial Network, c'est-à-dire on fait deux apprentissages, un qui va améliorer l'image et un qui va vérifier que l'image est bien améliorée. Et donc typiquement, on va apprendre deux réseaux ensemble. Et enfin, l'apprentissage par renforcement, typiquement, c'est aussi ce qui a été fait sur le jeu finalement. Le jeu vidéo, typiquement, AlphaGo, dans un premier temps, il a été entraîné par des vraies parties, et dans le deuxième temps, on a fait se battre AlphaGo contre AlphaGo. Et c'est comme ça qu'il a appris à être meilleur. Voilà. Donc maintenant, ça c'est le périmètre de tout ce qu'on peut faire. Comment aujourd'hui on peut mettre en œuvre cette IA et comment on peut, je dirais, aller mettre en place une solution à quelque part. Donc aujourd'hui, on a trois grandes approches qui sont disponibles. Donc ce qu'on a, les solutions sur étagère. C'est-à-dire que là, l'IA est utilisée comme un service et on va la réutiliser dans des domaines plus généraux ou spécialisés pour quelque chose. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui chez les hyperscalers, donc sur Azure, sur Google, etc. C'est-à-dire que vous avez des services qui sont préétablis, qui vont vous permettre en fait de prendre une image, vous allez la mettre sur Google, et l'outil va vous donner la description de tout ce qui est disponible, de tout ce qui est sur l'image, avec aussi potentiellement d'autres informations, sa taille, etc., etc. Donc là, du coup, c'est simple, c'est efficace. Les respects, on va dire qu'on est chez des hyperscalers américains, donc on peut avoir des questionnements sur qu'est-ce qu'on peut leur envoyer ou non. Mais du coup, c'est vraiment rapide et clé en main, c'est-à-dire que du coup, c'est accessible à tout un chacun. Avec quelques notions de programmation, mais c'est pas obligatoirement besoin d'être un data scientist pour le faire. C'est-à-dire que du coup, si je veux aujourd'hui, typiquement un des cas qui est assez standard, aujourd'hui vous avez besoin de faire un résumé d'une réunion, vous avez des outils sur Azure qui vous permettent de faire le résumé. Cette réunion en plus est en anglais, vous pouvez la traduire en français et faire le résumé en français. Donc ça c'est des outils d'IA qui sont utilisés et qui sont disponibles. Ensuite, quand on baisse un peu d'un niveau, on va sur ce qu'on appelle aujourd'hui les librairies de haut niveau, et c'est ce qui est globalement le plus utilisé aujourd'hui en data science, c'est-à-dire que vous avez des librairies qui vont vous permettre de traiter un certain nombre de cas d'usage divers et variés, que ce soit sur l'image, que ce soit sur le texte, ou sur des séries temporelles standards. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, vous avez des projets open source avec des modèles d'apprentissage qui sont disponibles. Ces modèles, totalement, pour certains, sont même déjà appris. C'est-à-dire que vous allez récupérer un apprentissage qui a été fait sur une grande quantité de données. Et ensuite, cet apprentissage, vous allez juste le spécialiser. Tout à l'heure, quand on parlait de modèles de référence et de foundation model, c'est-à-dire que vous avez des modèles qui sont appris sur des grandes quantités de données, et ensuite, de votre côté, vous n'avez plus qu'à les spécialiser. C'est-à-dire, typiquement, j'ai un modèle qui a été appris sur plein d'images et qui sait reconnaître des chats, des chiens. Moi, j'ai besoin de reconnaître, je sais pas, quelque chose de très particulier, et notamment, voilà, quelque chose qui est dans un document, une en-tête en haut d'un document. Je vais pouvoir reprendre ce modèle, tout l'apprentissage qui a été fait, et juste compléter cet apprentissage de quelques itérations, de quelques bouts, pour pouvoir reconnaître l'en-tête que je veux dans les documents. Donc ça évite, finalement, quand on fait cette étape-là, on n'a pas besoin des 200 ou 300 gigabits de données qui ont déjà servi à l'apprentissage. On peut typiquement se limiter sur des corpus qui vont à 300, 400, 500 images par catégorie. Donc, plus on en a, mieux c'est, mais on peut avoir des petits corpus et avoir quand même de bons résultats sur ce type d'éléments. Donc voilà. Donc ça, c'est plutôt ce qui va être utilisé par... Alors, toujours aujourd'hui dans les catégories, on parle de data scientist, vous entendez sûrement parler de data engineer, vous entendez parler d'ingénieur IA. Aujourd'hui, cette catégorie-là, c'est plutôt finalement les ingénieurs IA qui vont construire, se baser sur des modèles existants et construire des choses complémentaires. Et enfin, on a un dernier élément,
qui sont les travaux de recherche. Aujourd'hui, travaux de recherche donc, qui vont plutôt se baser sur la construction des nouveaux modèles, hein, comme finalement GPT 3.5 ou GPT 4. Donc ces travaux de recherche aujourd'hui, ils sont centrés sur des grands acteurs. Alors je laisse académique malgré tout, mais c'est académique industriel. Il y a des études récentes en fait, depuis 2017, le domaine est vraiment tiré par les industriels. C'est-à-dire que du coup, la recherche en IA et les nouveaux modèles qui sont développés en IA sont aujourd'hui le fruit de grands industriels qui investissent dessus. Donc des Google, donc Microsoft, hein, ou indirectement Microsoft à travers OpenAI, qui est quand même dans lesquels ils ont investi fortement. Et de moins en moins, finalement, les acteurs académiques, tels que le MIT ou Stanford, qui, à une époque, étaient plutôt les leads sur ce type de développement. Voilà. Donc là, après, aujourd'hui, dans l'étape actuelle, c'est effectivement ces travaux de recherche qui sont souvent transformés en librairies de haut niveau et qui se retrouvent ensuite dans la main des développeurs plus standards. C'est des choses qui sont un peu en train de bouger parce que finalement, quand on regarde aujourd'hui ChatGPT, jusqu'à la version 3 de GPT, la version était fournie en open source et accessible. C'est quelque chose qui est en train de changer, sûrement du fait de l'usage aussi, mais où aujourd'hui, leur dernier modèle, GPT-4, n'est pas partagé. Pas pour autant qu'il n'y aura pas d'autres modèles concurrents qui vont être mis en place, mais on voit qu'on a... Certaines études disent que de toute manière, c'est l'open source qui en IA va leader le marché. Voilà, mais certains acteurs aujourd'hui quand même restent focus sur leurs éléments. Donc voilà, donc typiquement quelques exemples de travaux que nous on a menés en interne qui sont en relation, on a d'autres travaux mais j'ai essayé de cibler des relations qui sont des travaux qui sont en interne un peu avec le domaine de l'archivage. Donc on a finalement en computer vision on a travaillé beaucoup sur la partie détection de signature. C'est-à-dire savoir si les documents aient été signés, donc quand je parle de signature manuelle, hein, au moment où on les récupérait et pour valider la signature et que c'était les bonnes personnes qui avaient signé. Donc là on est typiquement sur du computer vision et qui a dans ce cas-là été fait avec des solutions sur étagère. Donc chez Google on a des solutions purement services, mais on a aussi des solutions intermédiaires. C'est-à-dire qu'on leur amène un certain nombre, au lieu de faire l'apprentissage chez nous, c'est ce qu'on appelle l'auto-ML, c'est-à-dire on lui donne juste les corpus d'apprentissage, c'est-à-dire les données contenant des documents signés, les données contenant des documents non signés, et on les étiquette, on les donne à Google, et c'est lui qui fait l'apprentissage, et c'est lui qui vous fournit directement le meilleur modèle qu'il a identifié. Donc dans ces modèles-là, on est sur étagère un petit peu intermédiaire, et c'est ce qui permet de faire des solutions comme du chatbot, comme de la détection de signature. On a travaillé sur des chatbots, et on travaille toujours, notamment avec l'évolution actuelle de ChatGPT, qui révolutionne un peu le monde de l'organisation des chatbots, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a produit des chatbots avec des solutions diverses, hein, de Azure, précédentes, de Google, donc, où finalement on crée une conversation, on organise la conversation, et ensuite, finalement, on donne cette conversation, on donne les exemples à Google, et c'est lui qui vous mène la conversation. Donc c'était très scripté, c'est ce que vous avez aujourd'hui sur la plupart des chatbots. Aujourd'hui, avec le changement de ChatGPT, on va faire ce qui s'appelle aujourd'hui du prompt engineering, c'est-à-dire qu'on va travailler avec ChatGPT pour guider la conversation. On va tout simplement, quand je dis du prompt engineering, c'est qu'à ChatGPT, vous avez vos textes que vous donnez, mais vous pouvez aussi lui donner des consignes. Et donc du coup, en gros, vous allez lui donner de consignes. Il y a une personne qui te parle, tu es actuellement un téléconseiller et tu dois récupérer telle information. Et donc du coup, il va guider sa conversation vers vous en essayant de récupérer cette information. Et donc du coup, on va pouvoir faire des dialogues beaucoup plus, on va dire, voilà, on est plus dans une conversation et beaucoup moins scripté qu'avant que ce qu'on faisait avec les anciens chatbots. Donc ça, c'est les évolutions qu'on est en train de faire actuellement avec l'arrivée de ChatGPT chez nous. Et enfin, du coup, tout ce qu'on peut aussi, un sujet où on peut faire beaucoup de choses, c'est tout ce qui est aide au support client. C'est-à-dire que du coup, quand je disais sur étagère, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. Et donc,
aujourd'hui, en utilisant tous ces éléments et les mettant en commun, on peut typiquement récupérer la conversation, transformer cette conversation en texte, à partir de ce texte, analyser le sentiment, vérifier de quoi on parle, et aider le conseiller à prendre des décisions. C'est aussi un élément où on peut compléter aujourd'hui avec du chat GPT pour accompagner les téléconseillers. Et c'est vraiment une des grandes cibles aussi aujourd'hui de chat GPT, les contact centers dessus. Voilà. Donc pour terminer, je pense que j'ai un petit peu d'avance. Le mot de la fin, c'est que chez nous, aujourd'hui, il y a une forte évolution et ChatGPT la pousse encore plus, c'est que l'IA, c'est plus du POC aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose que vous avez déjà au quotidien tous les jours, même sans vous rendre compte. Aujourd'hui, on dit ChatGPT, c'est une révolution. Donc moi, j'ai été dans le milieu de la recherche d'informations aussi. Depuis 2008, l'algorithme de Google qui permet de vous classer vos résultats, c'est de l'apprentissage. Donc du coup, vous utilisez de l'IA, parce que c'est un algorithme d'apprentissage, donc de l'IA depuis 2008, tous les jours, quand vous allez sur Google. Donc finalement, ChatGPT est révélateur d'une prise en main, comme on disait, comme ce qui était dit tout à l'heure, par les citoyens de l'IA, et révélateur parce que finalement, vous l'utilisez malgré vous, pas malgré vous, mais on l'utilise tous les jours. Donc du coup, aujourd'hui, il faut aussi se dire... beaucoup de gens sont capables de l'avoir intégré, l'utilisent au jour le jour. Donc, il faut penser, l'IA, c'est pas simplement un POC. On a des solutions disponibles, elles sont intégrables, elles sont simples d'utilisation quand on parle d'API, d'AutoML. Elles sont adaptables et déployables. Donc, du coup, j'ai repris un élément d'un positionnement de Gartner qui est à droite. On a tout le spectre aujourd'hui des solutions d'IA, avec la valeur business à gauche, et dans le carré de gauche, et la faisabilité dans le carré de droite, sur la partie de droite. Et quand on regarde bien, il y a très peu de choses qui sont faiblement faisables. Aujourd'hui, on est quand même dans un mode où l'IA, beaucoup de choses ont potentiellement beaucoup de valeur, mais sont aussi faisables. Quand on est tout en haut, typiquement, donc du coup, par exemple, la génération d'images, la classification d'images, on est vraiment dans de la faisabilité très forte et on peut faire des choses très intéressantes. Voilà. Donc par contre, c'est pas pour autant que derrière, il n'y a pas des défis. Donc beaucoup ont été évoqués ce matin. Le plus dur, notamment quand on va opérationnaliser la data, c'est de suivre le cycle de vie des données. Donc on en parlait, ça a été évoqué ce matin, c'est-à-dire on peut faire des injections de données, on peut modifier les données. Donc, quand on va commencer à mettre en place de l'IA, et si on met en place des réapprentissages continus, de toute manière, la donnée évolue, donc le modèle d'IA risque d'évoluer, positivement ou négativement. Donc il faut mettre en place des garde-fous qui permettent de vérifier que notre modèle d'IA, il est stable, il n'a pas trop dérivé. Donc voilà, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui les travaux sur tout ce qui est drift management. Donc c'est le suivi de la dérive et comment je fais en sorte que mon modèle d'IA que j'ai mis en production, il maintienne son niveau de qualité. Il faut savoir que beaucoup de projets d'IA, on a fait des beaux sujets, le data scientist a bien travaillé sur son sujet, les mesures du modèle sont très bonnes tant qu'on est en lab, et le jour où on passe en prod, les choses s'écroulent. Les choses s'écroulent parce que du coup, les choses n'ont pas été prévues, soit pour suivre pourquoi ça s'est écroulé, soit aussi parce que du coup, quand les vraies données, finalement, on parlait de discrimination tout à l'heure. Finalement, si j'alimente mon modèle avec des données de tous les jours, mon modèle reflète mes données de tous les jours. Et finalement, des fois, on en demande beaucoup plus à l'IA qu'aux humains. Et l'IA va suivre les comportements humains. Donc finalement, si dans votre société, vous recrutez plus d'hommes que de femmes, au final, l'IA, elle va recruter plus d'hommes que de femmes. Donc elle va faire des choix qui sont potentiellement pas en visibilité, mais qui sont dans vos données. Donc travailler sur les données, équilibrer ces données, vérifier qu'on n'a pas de biais dans ces données, ça c'est le travail du data scientist en amont. Et c'est un travail qui est très important et qui doit aussi être maîtrisé dans le cycle de vie. Voilà. Ensuite, on a tous les problèmes. Donc, on en revient à explicabilité, c'est-à-dire comment je peux permettre à mon modèle de pourquoi il a fait les choix. D'accord ? Parce que du coup, des fois, on a aussi besoin de savoir pourquoi on donne telle information, que ce soit à un client ou à un conseil. Et
dernier point, la gouvernance, mais elle rejoint ce cycle de vie. Hein. C'est-à-dire que je dois suivre mes données, je dois gouverner mes données, savoir ce que je mets dans mon modèle, prendre les bonnes décisions. Je peux peut-être être amené à un moment, si je vois que mon modèle dérive, à l'arrêter, ou à le remplacer rapidement par un modèle plus ancien qui, lui, ne dérivait pas, etc. Donc tout ça, c'est très important, parce que sans cette gouvernance, et donc sans maîtriser cette donnée, donc gouvernance c'est très vaste, hein, je ne rentrerai pas dans le détail, du coup on peut avoir des problématiques fortes avec des modèles d'IA. C'est tout pour moi. Merci beaucoup Loïc. Y a-t-il des questions? Non. C'est pas possible. Vous avez tous faim en fait. Ah si. Je voudrais